Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de gauche à droite, le podcast qui parle de politique, d'économie. Donc moi c'est Kevin. Et je suis Baptiste. Donc aujourd'hui on va parler de l'inflation. Donc savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça existe et tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc déjà l'inflation c'est quoi? C'est l'augmentation des prix sur une période donnée. Donc en l'occurrence, on pourrait dire un mois, un an, etc. Les trois quarts du temps, c'est pris sur un an, parce que c'est plus pertinent, etc. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est prenez par exemple un kilo de pommes. Donc un kilo de pommes, je sais pas, on va dire cette année, ça vaut 1 euro. Voilà. L'inflation, ce serait quoi? Ce serait que l'année d'après, le même kilo de pommes vaut 1,10 €. Et donc ça, c'est l'inflation, c'est l'augmentation du prix. Et donc ça, en l'occurrence, c'est 10%. Ça fait une inflation de 10%. Et donc en fait, c'est quoi aussi le problème de ça? C'est que en théorie, ça ne devrait pas ou peu exister. Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Pourquoi? Parce que 1 kilo de pommes entre cette année et l'année d'après, si c'est exactement la même variété, etc., bah, ça ne devrait pas exister. Point. Enfin, genre, je veux dire, 1 kilo de pommes, c'est 1 kilo de pommes. Mais ça existe tout simplement parce qu'on imprime de l'argent. Et en l'occurrence, en Europe et dans l'OCDE, donc tous les pays occidentaux, ils cherchent une inflation de 2% par an. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi une économie keynésienne. Il y a une différence entre l'économie keynésienne et l'économie autrichienne. Donc l'économie autrichienne, pour vous donner à peu près un ordre de grandeur, c'était avant la Première Guerre mondiale. Donc c'était avec tout ce qui était étalon or, etc. Et donc là, pour le coup, il n'y avait pas d'inflation. Pourquoi? Parce que toutes les monnaies étaient adossées à de l'or. Ce qui fait que si tu imprimais de l'argent, eh ben, tu étais obligé d'avoir la même réserve de valeur en or. Donc l'argent était dépendant de la réserve d'or du pays, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Et bah, du coup, en fait, tout de base, c'était que les banques entre elles s'échangeaient de l'or. Donc par exemple, je sais pas moi, toi, on fait une transaction tous les deux. Et je sais pas, on dit que 10 euros aujourd'hui, ça vaut 1 gramme d'or. Voilà. 10 euros, c'est 1 gramme d'or. Donc si moi, je suis dans une banque et que toi, tu es dans la même banque et qu'on fait une transaction, ça pose pas trop de problèmes. Si c'est le même coffre, etc., ça pose pas de problème. Par contre, si imaginons, toi, tu es dans une autre banque et qu'on fait cette même transaction, ce gramme d'or, faut qu'il aille dans ta banque, du coup, parce que c'est toi qui as l'argent. Mhm. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que bah, ils faisaient des papiers, etc. Sauf que ça posait pas mal de problèmes, notamment pour sécuriser l'or. Parce que si tu te trimbales l'or, bah forcément, faut le sécuriser. Et c'est pour ça que notamment, tu as eu tous les trucs de Western. Ça vient de là, tout simplement pour les transferts d'or entre les différentes banques. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait toujours l'or qui circulait en Voilà, en petite carrosse, caisse. tout Ok. ça. Et après, il fallait le sécuriser. Donc ça coûtait très cher. Donc, à un moment, ils faisaient des registres. C'est-à-dire que, imaginons, on est tous les deux dans deux banques différentes, etc. Toi, tu encaisses mon billet de 10. Ce qui se passait, c'est que, en fait, ma banque disait, bah, ok, il y a ta banque. Donc, on va dire banque A et banque B. Donc, moi, je suis dans la banque A, toi, tu es dans la banque B. Donc, si, imaginons, moi, je te donne de l'argent et toi, tu l'encaisses. L'or, il est toujours dans la banque A. Donc, ce qui se passe, c'est que la banque B a tout simplement un bon pour dire, moi, j'ai 1 gramme d'or chez toi. Et Ok. on transporte pas l'or, mais il y a un bon qui dit qu'il y a 1 gramme d'or dans la banque A et qui est dû à la banque B. Ça, c'était le premier truc. Ensuite, ça a posé plein de problèmes. Donc ensuite, ils sont passés à des banques nationales. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez déjà entendre, par exemple, il y a la BCE, la Banque de France, la Fed, etc. Et ça permettait simplement de centraliser l'or sur une nation, de toute une nation sur un endroit. Donc les banques nationales. Et ça, c'est vachement efficace parce que du coup, t'as plus besoin de trimballer l'or. Il n'y a pas de Parce que transaction, oui. bah, Physique. tout l'or est au même endroit. Sauf que ça pose un autre problème, c'est que du coup, c'est eux qui imprimaient l'argent. Mais Mhm. du coup, donnent à n'importe qui le pouvoir d'imprimer de l'argent, ils vont toujours t'en imprimer. Ils vont faire de la... Dès qu'il va y avoir le moindre problème, ils vont pas chercher à la résoudre, ils vont juste réimprimer de l'argent et terminer bonsoir. Et c'est à ce moment-là où ça a créé des problèmes du type, bah en fait, on a 3 fois la monnaie et on a 3 fois moins d'or, quoi. Enfin, c'est ça le délire. Il y avait 3 fois moins d'or que de monnaie en circulation. Et donc ça, ça a duré jusqu'en début Première Guerre mondiale. Avec la Première Guerre mondiale, les États étaient tellement endettés, etc. Ils ont tellement imprimé d'argent que c'était juste un système. Ils ont essayé de le remettre. Bon, ça a pas marché. Ça a marché, mais c'était pas.
C'était pas foufou, quoi. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ils ont maintenu ça, l'étalon or, jusqu'en 1974, avec les accords de Bretton Woods. Donc ça, c'était la convertibilité du dollar en or. Donc ça, après, ils ont mis fin. Alors, je précise quand même une fin temporaire. Hein. C'est passé en 74. On est 50 ans plus tard, mais c'était une fin temporaire, s'il vous plaît. Bref. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu notamment la crise pétrolière de 80, Mhm. comme par hasard, juste quand ils mettent fin à l'étalon or. Mhm. Et en fait, si tu analyses le truc, tu te rends compte que c'est plus une crise inflationniste qu'une crise vraiment pétrolière. Parce qu'en fait, tout simplement, quand tu brides les prix et qu'un jour tu les débrides, bon, il y a un autre, il y a un autre exemple plus récent, notamment l'Argentine, qui avait maintenu ses taux d'échange bas volontairement pour limiter artificiellement le taux de pauvreté. Et quand Milei est arrivé, il a cassé ça. Résultat, la monnaie à la plongée x 10 000. Quoi. C'est le même Après, principe. l'Argentine a un autre problème. Si j'avais bien vu économiquement, leurs fonds ne leur appartiennent plus. Si j'ai bien vu, les États-Unis possèdent les fonds économiques de l'Argentine. Il y a une Et transaction de 20 000 d'ailleurs, dollars. Ouais. pas que les États-Unis, il me semble même d'ailleurs que c'est Trump en personne, pas la personnalité du président, mais la personnalité de l'homme d'affaires fortuné qui s'est emparé d'une partie des fonds argentins. Il me semblait. Alors, je suis pas du tout sûr de ça. Je suis sûr que c'est les États-Unis. Je suis plus sûr c'est en quelle fonction Trump a accédé aux fonds argentins. Ouais, je vois de quoi tu parles. Il y a eu une transaction de 20 milliards qui a été faite entre les États-Unis et l'Argentine. Mais ça, il faut savoir que ça a bouleversé le truc, mais pas dans le sens où tu le dis, toi. C'est qu'en fait, tout simplement, de base, c'était le FMI. Donc, le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Mhm. Bon, c'est la Banque du Monde, quoi, grossièrement. Qui, à chaque fois, renflouait plus ou moins les caisses de l'Argentine. Et c'est la première fois que c'est les États-Unis qui le font. Normalement, c'est le rôle du FMI. D'accord, oui, sauf que comme le FMI est neutre, le problème c'est que là, les États-Unis, en mettant de l'argent, eux, il y a une contrepartie ou pas Doctrine forcément? Monroe. Doctrine Monroe. Ouais, Doctrine Monroe, c'est ce qui se passe aux États-Unis reste aux États-Unis. Et voilà. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La doctrine Monroe, ça date de 1820 de mémoire. Et c'est extrêmement simple. C'est tu prends l'Amérique, tout ça, c'est États-Unis. Point final. C'est Ok. dans la sphère d'influence des États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils sont intervenus en Venezuela. Argentine. Oui, Et au oui. Venezuela aussi. Ok, oui, parce Et que je pense qu'au Brésil, à mon avis, le mec, il est un peu chaud, là. C'est un peu chaud pour le président brésilien. Ah Et bon. d'ailleurs, J'ai doctrine pas- Monroe. j'ai pas du tout suivi de toute façon l'actualité de l'Amérique du Sud. En fait, non, c'est pas chaud. Mais bon, je te rappelle que le Venezuela, avant d'en entendre parler, personne n'en a entendu parler, quoi. Hein, il s'est rien passé jusqu'au jour où le président il est parti, quoi. Bah, c'était quand même un pays sous dictature, ouais. Bon, après, je tiens quand même à être clair. Tout ce qui s'est passé, c'est uniquement, votre copain, là, il fout un peu trop le bordel. On le récupère chez nous, on le juge chez nous. Et puis, gardez votre pouvoir, mais juste arrêtez de nous faire chier, quoi. Mais c'est comme économiquement, je ne savais pas que le blocus de Cuba, qui avait été mis en place pendant la guerre froide, Était n'a encore jamais d'actualité. été Ouais. levé. Ouais. Je me suis jamais intéressé de quand est-ce qu'il avait été levé, en fait, et je sais plus pourquoi ça m'a pris. Et Non, il a jamais pas été levé. levé, ouais, il y a toujours un Ouais. blocus. Et c'est pour ça que t'as des fois des personnes un petit peu ironiquement qui disent ah, c'est fou, il y a la pauvreté à Cuba. Mais un autre truc tout con, il n'y a jamais eu d'armistice entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Oui, ça je le savais par contre. Ouais. Ils sont toujours la en guerre, Corée du pour ceux Sud qui savent pas. a tenté de vouloir le signer, il me semble. Après, Mais, j'ai plus trop suivi l'affaire, mais je non, sais mais juste oui. qu'ils sont pas sous armistice. Bon, bref. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, mais par exemple, en Argentine, c'est un très bon exemple. Il y a eu énormément d'inflation, mais c'est un truc de malade mental. C'était simplement pour payer aussi les aides, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de projets, et c'est comme ça, il y avait une part de l'État beaucoup trop importante dans l'économie argentine. Et d'ailleurs, bon, qu'on soit pour ou contre Milei, il a juste pris le problème par les cornes. Maintenant, pour ou contre, ça c'est un autre débat. Mais pour le coup, faut savoir qu'en Argentine, il y avait des énormes problèmes, quoi. Et je rappelle quand même que leur pic, c'était en 1930. En 1930, c'était l'un des pays les plus riches au monde, quoi. Et aujourd'hui, 100 ans Voilà, après, quoi. c'est pas le plus riche. il n'a pas fallu 100 ans pour... Oui, mais là, oui. il commence à remonter quand même. Honnêtement, hein, ça prend 2 ans. Un cycle monétaire, ça prend en gros 2 ans. Je crois que ça fait plus ou moins 2 ans qu'il est élu. Et quand même, il y a des signes qui montrent que ça va mieux économiquement.
Après, voilà, c'est toujours Après, la misère. c'est ça, Mais... le truc dans un pays, c'est qu'il y a l'économie, le social, l'écologie, Bah enfin, oui. c'est toujours multiples facteurs. Oui, oui, oui. Tiens, d'ailleurs, l'écologie, on pourra en parler un de ces quatre, parce qu'il y a aussi des aberrations, enfin bref. Ah, ça, il y a des choses à dire aussi, oui. Mais du coup, on va revenir vite fait à l'inflation. Le truc, c'est que quand tu crées, par exemple, l'hyperinflation de l'Allemagne en 1929, ça, tout le monde connaît et tout le monde voit les problèmes. C'est qu'en fait, les mecs, ils venaient littéralement avec des brouettes Oui, entières d'argent. pour acheter, genre 2 miches de pain, quoi. Mais on l'a fait aussi en France, ça, avec le franc. Ah Alors, oui, alors en France. Le franc avait pris tellement de valeur qu'on l'a fait. Enfin, on l'a fait. Je sais pas, j'étais pas né, mais on l'a fait venir aussi avec la brouette chercher la baguette de pain. Non, mais en France, on est les champions du monde des taxes, mais aussi le champion du monde. Non, je déconne. Peut-être pas champion du monde pour ça, mais des non-paiements des dettes. Hein. Alors là, tu vas voir dans l'histoire, par exemple, vous prenez Philippe le Bel. Philippe le Bel, faut savoir qu'il a détruit. Quelle année Philippe le Bel déjà? Ah, je sais plus, c'était au Moyen Âge. Hein. Ouais. J'ai plus. Mais c'est lui qui a détruit le temple, les Templiers. En fait, il avait tellement de dettes et puis aussi, ils avaient pris tellement de pouvoir en France qu'un jour, il a pris tout le monde, il les a mis dans un bûcher, et puis il n'y a plus de Templiers, quoi. C'est marrant parce que celui qui les a vraiment terminés pour le coup, c'est Napoléon à Malte. C'est lui qui a achevé Oui, le dernier ouais, ordre mais existant. attends, oui, mais là Oui, je te parle en France. oui, oui. Mais oui, pour le coup, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que les Templiers, ouais, Mais de toute façon, il y a eu des fantasmes énormes sur l'or des Templiers. Ça a donné lieu à tellement d'histoires, comme plus récemment le Comte Mais de oui, Monte-Cristo mais du coup, au cinéma. c'est sympa parce que du coup, tu récupères tout l'or et puis tu rembourses la dette et puis voilà quoi, t'es reparti. C'est ça. Et aussi après, ils ont fait aussi des obligations sur les terres qu'ils ont récupérées des Templiers qu'ils n'ont jamais remboursées. En fait, ils en avaient imprimé beaucoup trop en fait. Ouais. C'est toujours pareil. C'est quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un, s'il peut en abuser, il le fera. Et n'importe qui, hein, n'importe quel État, n'importe quelle personne. Mais n'importe quel domaine, parce que Oui. bon, là c'est plus de l'économie, mais si un petit peu. Les billets d'avion, ils Ouais. font souvent du surbooking. Ouais. Enfin, je n'en ai jamais été victime, hein, j'en ai uniquement entendu parler. Mais visiblement, ils feraient souvent du surbooking, de vendre quelques places de trop, histoire d'être sûr de rentabiliser à 100% le vol. Ouais, en Mais, fait, c'est un peu le même délire, dans le sens où c'est vendre un truc que tu n'as pas, et serrer fort les fesses pour que ça n'engendre pas de problème. Non, en fait, c'est surtout des stats. En fait, les mecs, ils font des stats, des probas. C'est qu'en fait, ils savent... Enfin, dans les probas, t'as peut-être 5 personnes que tu sais qui vont pas venir. Ouais, ça Dans fait- la proba. Ouais, mais si t'as pas Et de bol du coup, et que c'est la une proba moyenne. tombe sans Donc, sauver. peut-être tu vas en avoir 10 un coup, et peut-être 0 un autre. Mm. Il est là le problème. Mais en soi, les mecs, c'est juste des probas, quoi. Ils font des Mm. probas et tel vol, machin, enfin bref. Ouais, bah, ça, le monde merveilleux des stats. Ouais. Alors, les stats, on peut en faire dire ce qu'on veut, c'est assez impressionnant. Alors là, bon, bref. Mais du coup, concernant l'inflation, donc l'inflation, ce que tu disais, ça concerne une monnaie. Du coup, nous, par exemple, l'inflation en France, elle concerne pas la France. C'est une inflation en Europe. Ouais, Et exactement. est-ce que tous les pays de la zone euro sont concernés, ou seule exception, le Danemark n'est pas concerné, puisque le Danemark est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas l'euro comme monnaie. Ils sont Après, toujours t'as à la aussi les couronne couronnes danoise. suédoises et couronnes norvégiennes Ils aussi. font pas partie de l'Union européenne. Il faut pas... Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Eux, typiquement, c'est une autre monnaie. Donc, c'est d'autres inflations. Donc oui, mais le Danemark en lui-même, il fait quand même partie de notre zone euro. Mais comme c'est une autre monnaie, C'est vraiment c'est la pas monnaie. concerné. En fait, C'est vraiment la monnaie qui est ce qu'il importante. faut bien comprendre, c'est, imaginons, je sais pas moi, demain, en fait, c'est une question d'offre et de demande, si tu veux. C'est, par exemple, moi, demain, je sais pas, j'ai une pomme. Et toi, t'es capable de me la payer 1 euro. Mais si demain, je sais pas, pour X ou Y raison, j'ai 2 pommes, et toi, que t'en veux toujours qu'une, tu vas me regarder, tu vas me dire, bah non, moi, je te la paye plus que 50. Et si tu veux, c'est ça le délire. Et c'est toujours pareil, si t'imprimes, par exemple, je sais pas, moi, imaginons un truc qui vaut 1000 euros, et il y a 10 000 de masse monétaire. Mais si demain tu passes à 11 000, ton truc il vaut 1000, il vaut plus que, il vaut 1100, parce que du coup c'est toujours 10% de ta masse. Oui. En fait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est, ça suit, en fait, c'est simplement quand tu augmentes ta masse monétaire. C'est quand tu augmentes une quantité de n'importe quoi, ton cours il réduit toujours. Ta valeur réduit toujours. Quand on est passé à l'euro, donc l'euro est une monnaie excessivement forte, puisque l'euro est une monnaie qui se base sur la masse d'or des pays qui utilisent cette monnaie. Et oui, c'était une sacrée connerie aussi. Pour la France, en fait, il faut bien comprendre un truc, l'euro a été bénéfique en gros qu'à l'Allemagne. C'est extrêmement simple, c'est à peu près ça. Bon, ça a quand même bien sauvé aussi les miches de la Grèce. Le Ouais, secteur alors- euro lui a permis de remonter économiquement. Alors la Grèce, c'est un autre délire. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des critères pour entrer dans l'Union européenne. Des Mhm. critères, qu'on s'appelle démocratiques, des critères économiques principalement. Et donc en fait, ce qui s'est passé en Grèce, c'est que pour les critères démocratiques, ça allait à peu près. Hein, la Grèce, c'est pas non plus l'URSS quoi. Non, puis c'est aussi le berceau de la démocratie, ça serait quand même vachement ironique.
Bon, après, C'est pas parce que c'est né quelque part que c'est toujours appliqué à cet endroit-là. À mon avis, quand c'était la crise, je suis pas sûr que la démocratie c'était un peu secondaire. Je Enfin, connais bref. pas du tout la politique grecque, mais Ouais, mais quand c'est la possible. crise, souvent, les démocraties c'est un peu Bah, secondaire. ça se fait hein. saler, ouais. Bon, bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, économiquement, par contre, ça passait pas. Et ils le savaient. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu caches ça sous le tapis. Je sais pas, tu crées. Je crois qu'ils avaient fait ça de mémoire. Ils avaient créé des sociétés écrans dirigées par l'État, et puis ils avaient mis toutes les dettes dedans, et puis on bourre les dettes dedans, et puis, ah ben non, on est pas trop endettés. Et puis après, t'arrives, et puis, une fois qu'ils ont été acceptés, ah, finalement, ouais, en fait, on a une boîte là, il est un peu trop endetté. Ah, et puis on en a une autre là. Ouais. Ah, et puis. En France, c'est à peu près pareil, hein, honnêtement. Hein. Par exemple, tu prends la dette de la France, quand même un méchant doute, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, par exemple, prends le trou de la Sécu, je suis pas sûr qu'il fait partie de la dette de la France. Hein. J'ai un méchant doute, hein. Je suis pas sûr qu'il fait partie du déficit du budget français. Et, par exemple, prendre d'autres organisations. Enfin bref, je suis sûr qu'il y a d'autres organisations qui font réellement du déficit. Je suis pas sûr qu'ils sont comptabilisés. Ah bah EDF par exemple. EDF c'est un scandale quand même. EDF, ils ont tous leurs parcs qui sont payés. Hein. Je vous rappelle que ça date de Charles de Gaulle. Hein. Donc tout le truc nucléaire est payé. Ils ont réussi à faire moins 20 milliards l'année dernière. Moins 20 milliards sur un truc déjà payé. Sur du nucléaire. De l'électricité en plus. Ben oui, mais en fait, le problème, si tu veux, c'est que premièrement, tu as les boucliers tarifaires qui ont détruit EDF. Et deuxièmement, tu as aussi l'Union Européenne qui a quand même vachement démantelé EDF. Hein. Franchement, l'Union Européenne, moi, je suis absolument contre. Aujourd'hui, à part pour vraiment de l'économie pure et dure, juste libre-échange, tout le reste, je suis contre maintenant l'Union Européenne. Parce que quand tu vois, en fait, notamment, je crois que pour les barrages d'eau, ils ont passé une loi et ils voulaient que ce soit séparé d'EDF, les barrages d'eau. Okay. Et je sais plus s'ils ont réussi. Ce serait comme dire que les éoliennes c'est leur pour appartiennent plus. Mais non, c'est pour démanteler. Parce que c'est trop fort. Parce que EDF, à une époque, c'était vraiment un fleuron français. Et c'est trop fort. C'est trop gros. Et bah, ça fait chier l'Union Européenne. Parce que quand c'est fort, tu peux pas manipuler. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des politiques à la place des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'ils n'entendent plus. Comme beaucoup de boîtes. Hein. Mais après, ouais, c'est ce que tu disais, l'Union Européenne, c'est... De toute façon, qu'on soit pour ou contre, la France a voté contre. Au dernier référendum de son histoire. Ouais, mais bon... mais après, elle a d'autres avantages. Il y a aussi les avantages judiciaires quand la justice française ne fait plus son histoire. Là, je pense en particulier au procès de Marine Le Pen, où la justice française n'a pas du tout fait son travail. La justice française a laissé couler, mais comme elle a laissé couler pour des gens comme Sarkozy, on n'en reparle que... on est quoi, 10 ans après les faits? L'affaire Fillon, c'est pareil. On est des années après les faits et il est seulement en train de repasser en procès. Et c'est vrai qu'on peut en parler de ça. un organisme étranger ne devrait pas avoir à se mêler de la justice d'un pays. Mais le fait que quand elle le fait, ça va mieux, c'est peut-être là le véritable drame, quand même. Bah, et économiquement, ça peut être un peu la même histoire. Un pays étranger ne devrait pas avoir à se mêler des finances d'un autre pays. Mais c'est l'Union Européenne. Oui, Regarde l'Union Européenne, tout principe, on te demande de pas faire plus de 2%. Je crois que c'est 2 ou 3% de déficit. Non, je crois que c'est 3%, ouais. Mais non, c'est la foire à la saucisse, ça, parce qu'il y en a que 2 qui doivent respecter ça, à tout casser. Faut savoir, en plus, maintenant, il y a même plus les Allemands qui vont, enfin, je pense qu'honnêtement, les Allemands vont plus respecter ça. Parce que pendant longtemps, ce qu'il faut savoir en Allemagne, c'est il y a très peu de dettes. En Allemagne, ils ont que 60% de dettes. Par rapport à leur PIB. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait, j'ai plus le nom en tête exactement de cette doctrine économique, mais en fait, si tu veux, eux, ils étaient en mode, faut pas qu'on dépasse le 60% de dette, etc. Et en fait, ils y arrivaient jusqu'en 2021-2022. Dette, c'est 60% du PIB en dette. Ouais, hein, c'est ça. bah comme nous à 130 quoi. Oui. Je crois qu'on est à 130, non ou 120. Enfin bref, On a bien creusé. on est bien là. Je crois qu'on est un des plus mauvais élèves d'Europe, la France. Bah, en fait, le problème, c'est le refinancement. Honnêtement, être endetté, c'est pas grave. Le problème, c'est le refinancement. Oui. Parce que... Parce que j'avais vu la dette même d'ailleurs d'une entreprise, la dette n'est pas forcément anormale d'une entreprise. Bah, c'est l'inverse. D'un État, pardon. Mais, Les États sans dette. Bah, par exemple, pour la Suisse, ils font du bénéfice, ils font des excédents budgétaires, mais ils font aussi de la dette. Il n'y a pas le choix parce qu'en fait, c'est pour faire tourner l'économie. L'Espagne, je crois que c'est la première année de son histoire en 2025 qu'elle a réussi à faire un bénéfice, il me semble. Oh, j'ai Qui pas était suivi l'affaire. Mais... 0, quelque chose, hein, mais il me semble que c'est pareil. Il y a des pays qui font du bénéfice sur la dette. C'est rare. Ouais. C'est très rare. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi
en fait, le problème, c'est pas la dette en elle-même, c'est le refinancement de ces dettes. Parce qu'en fait, on a signé énormément de dettes en 2000, entre les années 2000 et 2020. Mhm. Sauf qu'à cette époque, les taux, ils ont fait que de baisser. Et il y a énormément de dettes françaises qui sont à 0, 1%. Et je crois même il y a des taux négatifs. Alors ça, en termes aberration, Taux négatif, c'est-à-dire que ça tous les a ans, existé. ça coûte moins tous les ans. Ouais, des 0 moins 5. Elles veulent pas faire ça, les banques? Mais en fait, si tu veux, c'était juste pour... Je crois que ça existait. Ça existait dans certaines banques à un moment. Ça n'a pas duré long, hein, mais ça existait. Mais le problème de ça, c'est que ça vaut quoi l'argent, du coup? Bah oui, Ça vaut rien. Enfin, genre, je veux dire, c'est des taux négatifs. C'est-à-dire que si tu gardes ton argent et que tu le mets même à emprunter, tu perds de l'argent. Non mais, Non, c'est... sans compter l'inflation et tout le bordel, hein, Mhm. parce que l'inflation, ça grignote sans même qu'on s'en rende compte. Hein. Donc, bref, c'était une aberration finie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les dettes que tu payais 1, 2%, et encore, il n'y a pas beaucoup de 2%, aujourd'hui, tu les payes 3, 4 au moins. Et même, peut-être bien même plus 4, 4, 5 maintenant, que 3 ou 4. Et bah du coup, forcément, tes budgets, ils sont plombés, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, faut savoir que les Français détiennent, je crois que c'est plus de 50%, ça c'est sûr, avec les banques, tout ça. Et les Français particuliers, je crois que c'est 10% de la dette française. Ils Ok. détiennent 10%. Ils devinent comment? Parce que ça, c'est intéressant à Je savoir. sais pas. Les fonds euros. Les fonds euros dans les assurances vie. Ah oui. Ouais, c'est... Donc, moi, personnellement, si demain, je signe une assurance vie, franchement étudié, mais souvent, c'est trop taxé, etc. Bref, moi, ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais dans tous les cas, je sais que je mettrai jamais des fonds euros. Moi, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est le vrai risque, c'est quoi? Il y a une différence entre le risque et la volatilité. Par exemple, prenez Bitcoin, par exemple. C'est un très bon exemple. Beaucoup de gens disent que c'est risqué. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour l'instant, ce l'est pas. Après, avec le quantique, tout ça, on verra. Mais bon, il y aura bien d'autres choses. Il y aura les adresses mail, il y aura les banques. Enfin bref, il y aura bien d'autres problèmes avant. Mais pour moi, ce n'est pas risqué dans le sens où c'est limité, dans le sens où il y a vraiment une grosse adoption des institutionnels. Par exemple, les États-Unis voulaient créer un fonds sur le Bitcoin, etc. Et pour moi, par contre, c'est volatile. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est pris un moins 50% par rapport au plus haut, quoi. Ouais. C'est volatile, mais c'est pas beaucoup risqué. Mais prenez la dette française. Ah, c'est pas très volatile, hein, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elle sera remboursée à la fin? J'ai un méchant doute. Ouais, mais du coup, il n'y a pas de finalité à la dette, puisque tu dis que les États s'endettent. Ça dépend vraiment juste de comment ils refinancent. Ah, mais c'est ça le délire. C'est qu'en fait, un État, quand il prend une dette et ça, c'est une notion à comprendre. C'est que les États ne remboursent jamais leurs dettes. Par exemple, en France, imaginons il y a une dette qui arrive à échéance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dette, tu rembourses le capital. Donc, par exemple, si toi, tu mets 100 euros. Voilà. Tu mets 100 euros à 10%, ça va être le plus simple. Tu mets 100 euros à 10% pendant 5 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que la première année, bah, forcément, tu as 0. Ensuite, sur les 4 premières années, tu as 10 euros tous les ans. Parce que du coup, voilà, tu as mis tes T'as 100 euros à 10%, ouais. Et à la fin de la 5e année, théoriquement, tu es censé recevoir 110%. 110 euros, pardon. Parce que du coup, tu as tes 10% d'intérêt plus tes 100 euros. Donc ça, c'est le principe des dettes étatiques. Il y a énormément de dettes comme ça. Tu payes qu'à la fin, il me semble, les dettes Voilà, étatiques, c'est ça? c'est ce que je viens de Tu t'expliquer. payes que à l'échéance. Voilà. Ouais. C'est pas comme un prêt immobilier pour les particuliers, par exemple. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que, imaginons, on reprend le même cas, et qu'à la fin, tu dois rembourser les 110 euros, bah, ce qu'ils font l'État français, c'est qu'ils demandent à quelqu'un d'autre les 110 euros pour te rembourser toi. Oui. Et ça, ils appellent ça un roulement de dette pour un État. Bon, bah maintenant, pour une entreprise ou pour un particulier, c'est illégal et ça s'appelle de la cavalerie. Voilà. Donc, pour un État, t'as le droit, pour un particulier ou une entreprise, t'as pas le droit. Ouais, Voilà. ouais. C'est juste, ça me fait beaucoup rire, quoi. C'est que du coup, t'es en mode... Bah, du coup, si t'interdis pour l'un, c'est que c'est pas ouf, quand même, de base. Enfin, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, les dettes, c'est ça qui crée réellement... par exemple, quand t'achètes une maison, et que la banque te donne, je sais pas, 200 000 euros, Ouais. bah, peut-être qu'elle a que 10% dans ses coffres. Bah voilà, donc elle a 20 000 euros. Du coup, les 180 000 autres, c'est quoi? C'est de l'argent fictif. C'est de l'argent magique. C'est ça qui crée l'inflation d'une certaine manière. Ok. Parce que du coup, bah, tu viens de créer 180 000 euros pour rien. Enfin, genre, il est basé sur quoi? Sur rien. Et fois X fois sur une masse monétaire, machin, bah, forcément, t'arrives à un délire. Oui, tu génères de l'argent qui n'existe pas, donc tu fais perdre Exactement. la valeur de l'argent qui existe. Voilà. Ok. Et
Et c'est pour ça qu'en fait, ça pose plein de problèmes, ça. Et notamment, bah, regardez par exemple au Zimbabwe. Au Zimbabwe, ils ont créé un billet de 100, c'est ça, c'est 100 trillions de dollars zimbabwéens. Allez voir, franchement, c'est assez incroyable de voir le nombre de zéros qu'il peut y avoir sur un billet. Non, et c'est là où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est ça, l'hyperinflation, en fait. Le chiffre qui m'a fait halluciner, moi, c'est le parquet financier français. Il a fait une enquête qui a été désapprouvée par le ministère d'ailleurs. Une enquête sur la paye sur la taxe sur le revenu. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, merci. Ils ont fait une étude, etc. Et en fait, il s'avère qu'en 2024, 13 000 millionnaires français Ouais, j'ai ne l'ont entendu. pas payé, ou 113 000, je ne sais plus. Non, je crois que c'est très bien. Mais oui, ça me surprend qu'ils sont 13 000. Mais du coup, 13 000 millionnaires français ne l'ont pas payé. Et là, on n'est pas sur une histoire d'esquive, entre guillemets, d'esquive, où il y a un contournement de la situation. Parce que je sais que, par exemple, si on fait un prêt, par exemple, si on vit justement à la dette, comme le font, il me Ouais. semble, les milliardaires ou les choses comme ça, Ouais, ça, je- c'est l'impôt sur le revenu ne s'applique pas. Là, en l'occurrence, on ne parle pas d'esquive. On parle d'un impôt sur le revenu qui ne s'est pas appliqué sur une somme sur laquelle il aurait dû s'appliquer. Et le problème, c'est que du coup, le parquet financier, bah, une fois qu'il a découvert ça, il a creusé un peu plus. Et en fait, en creusant un peu plus, c'est pas qu'en 2024, c'est en 2023, en 2022, Ouais, je trouve que ça en fait un moment. 2021, en 2020, et ainsi de suite. Et en fait, tu te dis, c'est surréaliste de se dire que on se plaint constamment qu'il y a un trou dans la sécu ou qu'il y a un problème de recettes, etc. Mais si on applique déjà même pas les règles, et là c'est un truc où je vais rejoindre, où je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais où je rejoins les gens qui disaient qu'il faut taxer les riches et qui étaient pour, par exemple, la taxe Zuckman. C'est un truc qui est noté dans la Constitution française et qui n'est pas appliqué depuis qu'elle a été créée. Ah, ben, C'est j'ai un autre exemple d'un autre truc. l'égalité à l'impôt. Et la propriété privée, on en parle? C'est pareil. Même chose, oui. La Tout propriété- ce que tu prends ne t'appartient pas vraiment. Bah, non, mais même, un truc tout con. Les logements. Aujourd'hui, tu te fais squatter. Bah, alors, c'est un peu amélioré, quand C'est même. réglé. Non, non. En 48 heures, c'est dégagé, hein. Ouais, mais attends, j'ai déjà vu un. Oui, d'accord. Mais du coup, t'es obligé de construire un mur devant ta porte d'entrée. Non, non, il y a une loi anti-squat qui est passée il y a 2 semaines. En Ah, 48 ouais, heures, ok. maximum. Ouais, mais- Après 48 heures, ça t'oblige quand même à dormir au moins une journée à l'extérieur de chez toi. Oui, et puis c'est pas pour être méchant, mais enfin, genre, je veux dire, dans tous les cas, ça devrait être immédiat. Et puis, dans tous les cas, ok, c'est bien. Honnêtement, c'est bien qu'ils ont fait des trucs comme ça. Mais il y a plein d'autres trucs. Regarde, par exemple, la propriété privée. Si tu extrapoles un peu, prends la taxe foncière. Il n'y a rien de plus anti. Oui. Enfin, Non, quand mais tu réfléchis 2 secondes. Je suis d'accord avec toi que la Constitution Si. n'est pas respectée dans son ensemble, hein. Non, mais c'est pour ça. Mais après, ce que je voulais dire, ah, si, du coup, pour ton étude, de mémoire, il y a 17 000 foyers, mais en fait, il y en a qui sont morts ou il y en a d'autres qui sont partis. Je sais plus c'est quoi l'affaire, mais du coup, au final, il y a que 13 000 où vraiment c'est pas actif. Ah oui, ok, d'accord. Et pour l'endettement, c'est ce qu'on appelle des prêts lombards. Ça veut dire quoi concrètement, pour ceux qui ne savent pas? C'est des prêts adossés à, comment ça s'appelle, à une valeur réelle. Par exemple, si toi, imaginons, tu as 1 million en patrimoine sur des obligations d'État. Et ben typiquement, tu peux aller voir une banque et tu dis, voilà, moi j'aimerais emprunter de l'argent, je mets ça en collatéral. Donc ce que ça veut dire collatéral, c'est moi je mets ça en gage. Si vous voulez, c'est des prêteurs sur gage. Ouais, voilà, c'est exactement le même principe. C'est moi je mets 1 million sur prêteur sur gage, et vous me donnez combien? Et donc, je sais pas, le mec, ils vont te dire, on prend 50% de marge, donc on vous donne 500 000 euros, et avec un taux d'intérêt de 1,5 par exemple. Et il faut savoir que ça, par contre, c'est des taux d'intérêt variables. C'est comme en France, en immobilier, on a vraiment cette chance pour le coup, c'est d'avoir des taux fixes. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, en ce moment, c'est 3,5%. Et ben, c'est taux fixe. Même si les taux augmentent, et ben, les mensualités vont pas augmenter. Mais pour le coup, les prêts lombards, c'est en taux variable. C'est-à-dire que, par exemple, si les taux passent de 1 à 2%, et ben, il va y avoir 1% de plus à payer. C'est pour ça qu'ils se mettent une marge, comme tu disais. C'est encore un peu différent, c'est pour les banques, c'est pour Ok. s'assurer. Parce que du coup, imaginons que tu as des obligations, pour X ou Y raison, ils perdent 10%. Et s'il te faut toujours 50% de sécurité, bah du coup, t'es à, au lieu d'être 1 million, tu es à 900 000, mais toi, tu as toujours prêté 500 000. Oui, donc t'as toujours 900 000 pour rembourser les 500 000 en cas de Non. besoin. Bah non, et je t'ai dit qu'il y avait 50% Ah oui. de marge. Faut Ok. garder 50% de marge Ouais, dans donc tous les il cas. manque- il manque une Donc somme, du ouais. coup, là, ça veut dire qu'il manque 50 000 euros, parce Ouais. que la moitié, c'est 450.
Donc à ce moment-là, soit ils clôturent les positions et récupèrent l'argent. Enfin là, 50% c'est beaucoup, mais c'est pour l'exemple là. Mais soit ils clôturent la position et récupèrent l'argent, soit ils te demandent de remettre. Ok. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'ils prennent toujours des marges. Et d'ailleurs, ils te recommandent aussi de reprendre une marge par-dessus. Parce que eux, pour le coup, je sais pas, moi, si imaginons, ça fait moins 30, c'est vendu. C'est pas... Ils t'appellent avant. Puis si tu remets pas d'argent, c'est vendu. Hein. Ça t'appartient plus, hop, c'est vendu et terminé. Et ça s'appelle Lombard parce que ça vient de la Lombardie. Donc c'est dans le nord de l'Italie. Et ça date des années, je crois que c'était au Moyen-Âge, et c'était avec notamment l'art. En fait, ils mettaient en gage de l'art, Ok. des tableaux, Oui, des enfin, tableaux, bref, des trucs comme ça. et récupéraient leur argent. Ok. Mais du coup, aussi, un truc qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que c'est pas considéré comme du revenu? Parce qu'en vrai, une dette n'est pas un revenu. Non. Voilà, c'est juste pour ça en fait. Parce Oui. que vous, quand vous achetez la maison, imaginons, je sais pas, vous achetez une maison, 200 000, on peut pas dire que c'est pas un revenu, parce que alors là, sinon, Sinon, l'impôt de l'année sur les 200 ah 000, il va là, taper. Hein. là, va falloir anticiper. Non, mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et puis, bon, je pense qu'on a à peu près dégrossi le sujet. Honnêtement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur un truc extrêmement simple. C'était Charles Gave qui disait ça, et en vrai, il a raison. Si tu veux bien gérer une économie, le meilleure méthode qu'il faudrait faire, c'est tu prends un ordinateur, tu le programmes, tu mets 2% d'inflation, de 3%, 3 ou 4% d'inflation, tu prends ce même ordinateur, tu le balances dans le milieu du Pacifique. Voilà. Et tu as 2 ou 3% de création monétaire tous les ans et terminé. Et ça marcherait vachement bien. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter l'inflation? Parce que là, l'inflation, en fait, le problème de l'inflation, c'est que l'État, t'as dit beaucoup de Oui. choses, hein, mais en regrossissant le trait, l'État imprime plus de billets. Oui. Si l'État n'imprime pas ces billets en plus, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe un truc qui, pour le coup, ça s'appelle de la déflation. Du coup, théoriquement, on devrait être en très grosse déflation. Mais très, très grosse. Oui, mais le problème de la déflation, dans ce cas, ce serait que, en gros, la monnaie vaut plus. Et du Non. coup, les gens Oui. en ont moins. En fait, si tu veux, ouais, c'est ça. C'est le délire là. C'est qu'en réalité, quand tu vois, par exemple, avec, je sais pas moi, prends une canette de coca. Une canette de coca, bah, par exemple, plus ça va, plus Coca arrive à optimiser ses process, etc. Mais par contre, quand tu regardes le prix en lui-même, bah, il augmente. Mhm. Donc théoriquement, dans un monde où t'as pas d'inflation ou t'imprimes pas de l'argent, la canette de coca devrait diminuer son prix. Et ça a existé notamment dans les années 1800 par exemple. Ok. Entre 1800 et 1900, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'innovations. Hein. Je rappelle quand même que c'est à l'époque où on a créé les premiers avions, qu'à l'époque on a créé les premiers vaccins, qu'à l'époque on a créé toute l'industrialisation, les chemins de fer et tout ça. Enfin, c'était vraiment une période absolument incroyable. Et donc c'est pour ça que, honnêtement, pour l'inflation, c'est ça le problème en fait, si tu veux. C'est que du coup, normalement, les prix devraient baisser, mais comme ton salaire en soi. Oui. Mais si tout baisse, s'il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça aussi où c'est un C'est truc où, psychologiquement, par contre, c'est compliqué pour l'être humain. voilà, mais en fait, c'est un truc où j'ai pris du temps à apprendre à voir ça comme ça, mais c'est pas en salaire, c'est en pouvoir d'achat. Oui. Est-ce que mon salaire est vraiment bas? Ou est-ce que mon salaire me permet d'acheter ce dont j'ai besoin largement pour vivre, me faire plaisir, etc. Ah, mais regarde, demain, si imaginons, je sais pas, moi, par exemple, tu vois, tu prends la robotique, tout ça. Là, pour le coup, ça c'est très, très déflationniste. Hein. Là, pour le coup, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, l'IA, avant, c'était des centaines de secrétaires. Enfin, genre, je veux dire, maintenant, tu peux remplacer des centaines de secrétaires. Oui, sauf que ça fait ces Vous centaines de imaginez personnes qui n'ont plus d'emploi, par contre. C'est C'est un autre problème. C'est tout le problème où, Oui, mais c'est comme les tactilos. À l'époque, les tactilos, donc c'est Ouais. celles qui tapaient sur les machines à écrire. ou les imprimeries. À l'époque, c'était au Moyen Âge, c'était les moines dans les monastères qui imprimaient. Puis plus tard, on a carrément embauché des gens pour juste recopier. Et quand l'imprimerie est arrivée, bah ça a fait du travail en moins. Ouais, mais on en reparlera un autre coup. Parce que ça, pour le coup, il y a un vrai débat. Et bon, voilà. On en reparlera une autre fois parce que ça va être trop long Ouais. sinon. Et pour répondre à ta question, comment tu fais pour pas avoir d'inflation? Eh ben, c'est simple, Barney. Tu mets une limite. Et par exemple, prends Bitcoin. C'est terriblement déflationniste. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y en a 21 millions. Et parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais plus ça va, plus c'est compliqué de miner du Bitcoin. Et c'est conçu pour. Et d'ailleurs, c'est en réponse à 2008. Hein. Bitcoin a été créé en 2008 ou en 2009 en réponse de la crise des banques Ok. par Satoshi Nakamoto. Qui peut, d'ailleurs, fun fact, il n'a pas bougé depuis 2013. Il n'a pas mis un seul tweet. On ne sait pas qui c'est, mais avec le quantique,
Si, imaginons, il va laisser son portefeuille comme ça, il y a moyen qu'il se fasse pirater. Quand le quantique sera au carré, hein, ce qui n'est pas C'est le quoi que cas. t'appelles le quantique? C'est l'informatique quantique. Oui, l'ordinateur quantique, ouais. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, c'est en développement, par exemple Oui, Google et tout ça. Mais c'est comme, à mon avis, c'est comme l'IA. Bon, il y a des gros problèmes, il y a des trucs, à mon avis, ça prendra restera. des années avant d'être opérationnel. Ouais, mais regarde l'IA. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, tu pouvais à peine demander une recette. Aujourd'hui, tu peux générer des vidéos, Oui, des mais cinémas presque. l'IA, ça existe depuis très longtemps quand même. Ça a pris Ouais. du temps à se développer. Par contre, c'est là où je suis d'accord. Les premières IA, je crois que tu pouvais jouer aux échecs et tout. Enfin bref. Ouais. Oui, mais même regarde aussi dans les... Voilà, le côté geek va ressortir dans les jeux vidéo. Des jeux vidéo de 2004 utilisaient déjà des intelligences artificielles dans leurs jeux. Ouais. Elles étaient pas très pertinentes, mais Et elles encore. existaient. Et encore, il y en a C'est ça. certaines des fois. Bon, bref. Mais en fait, si tu veux aussi, le truc, c'est plus ça, plus c'est rapide. En fait, par exemple, tu prends les courbes d'adoption. Ça, c'est un truc super intéressant. Adoption. D'adoption. En fait, par exemple, prends le frigo. Le frigo, ça a pris 20 ans à s'adopter. Ok. Et par exemple, tu prends ChatGPT, ça a pris 2 mois. 2 mois pour arriver au même pourcentage que le frigo en 20 ans. Ok. Et D'accord. quand tu regardes dans les graphiques, par exemple, t'as la télé aussi, c'est assez impressionnant, hein. Quand tu vois, en gros, il a fallu, je sais plus c'est combien de temps, je dis les chiffres au pif, hein, mais en gros, si la télé, il a fallu 50 ans pour que ce soit adopté par 80% de la population, bah, l'IA, c'était 2 mois, quoi. Ouais, mais- Et plus ça va, plus c'est rapide et plus les taux d'adoption sont monstrueux. Après, merci Internet. Oui, c'est aussi maintenant on a un outil qui nous permet de communiquer très vite, etc. J'en parlais avec une collègue du nombre de gens qui vont par exemple vivre à l'étranger maintenant. Elle disait à leur époque c'était impensable. Aujourd'hui, bah, tu peux déjà faire tes Mais- réservations mais- à l'étranger en ligne. Regarde Amazon. Avant, pour te faire livrer un colis, fallait que t'envoies la lettre. Bah, déjà, t'envoies la lettre, t'as une semaine dans la vue. Et encore, ça dépend où tu l'envoies. Et ensuite, après, fallait que ça arrive. Bah, t'avais au moins un mois, quoi. Enfin, Ouais. à l'époque, AliExpress, c'était plus d'un mois de livraison. Et aujourd'hui, bah, une journée. Terminé, bonsoir. Et si c'est pas fait dans la journée, et d'ailleurs, ils ça cherchent- râle. Non, mais attends, ils cherchent en plus à faire en 12 heures. Et là, Amazon est en train de chercher pour faire ça en 12 heures. Bah, par drone, tout ça, enfin bref. Mm. Mais bon, bref. On va s'arrêter là pour l'inflation. Si vous avez des questions particulières sur l'inflation, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a bien dérivé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points que j'ai pas repris, et il y a peut-être des points qui sont pas très clairs. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on va vous répondre. Et si vous avez d'autres propositions de podcast, etc., si ça vous intéresse ou si vous souhaitez qu'on parle d'un autre sujet, n'hésitez Bon, pas. c'est ça, des sujets à aborder, des choses comme ça. Nous, ça nous fait toujours plaisir de discuter sur tous les sujets. De toute façon, vu comment on divague, on y arrivera peut-être. Hein. Ouais, c'est clair. Au pire, mettez pas et puis on y arrivera tout seul comme des rangs. Non, mais oui, c'est ça. N'hésitez pas s'il y a un sujet dont vous voulez nous entendre parler. Ouais, Et si vous voulez pas nous entendre parler, le dites pas. Non, sérieusement. Par contre, si vous souhaitez, par exemple, si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, voilà, n'hésitez pas à le dire aussi. On Si est vous ouvert à la souhaitez que ce soit- critique, on n'insultera personne. Oui, c'est ça. Ben, si vous souhaitez aussi que ce soit plus structuré, parce que là, pour le coup, c'est encore à la wall again. Ouais, mais c'est c'est pas vraiment un débat, oui, c'est une discussion en fait. Ouais, c'est plus ça. En vrai, je pense que ça ressemble plus à une discussion ce qu'on fait. Enfin bref. Bah, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, au revoir.